personne de l'homme, de son parcours et des conditions qui l'animent. C'est la raison pour laquelle nous, ses enfants, avons souhaité confier cette tâche à la personne qui le connaissait le mieux et qui n'est autre que son épouse et compagne de toujours, Yvette. Jacques se plaisait souvent à dire que la vie est un grand théâtre où chaque acteur joue son rôle. Aujourd'hui, Jacques Sylla tient sa révérence, car il quitte la scène où il s'est illustré en endossant plusieurs rôles. Fils d'un des derniers paradis sur terre, il vit le jour, le 22 juillet 1946, à l'île Sainte-Marie. Il ne descend pas d'un pirate. Il n'est pas métis, à l'exemple des Anamaras. Il est tout simplement un quarteron, dernier enfant d'un médecin, Albert Sylla, qui devait lui transmettre le goût du service. Quant à sa mère, Pierrette Labutte, profondément croyante, elle lui inculqua la foi. Et les voies du Seigneur sont impénétrables, car tout jeune, son père prédisait à titre d'avertissement l'avenir d'un modeste instituteur de l'école primaire. Je voudrais tout d'abord évoquer Jacques Sylla, que j'appelle le prince de l'humanisme. Les classiques ou les humanités, comme l'on disait alors, lui inculquèrent le sens des valeurs humanistes laïques. Féru de lecture, il dévorait les écrits de Montesquieu jusqu'à Mauroy, en passant par Shakespeare, Jean-Jacques Hervé ou le retraité Ravard. Il a même fait quelques essais à 6 heures. Et je sais qu'un au moins de ses poèmes me fut dédié. L'étude du droit lui a conféré le sens de l'État et le respect de la res publica, c'est-à-dire de la chose publique et de la justice. L'approfondissement de la langue et de la culture malgache l'entraîne à explorer notre univers matériel et mental afin de comprendre les clés et les mécanismes de notre civilisation, qu'il se plaisait d'ailleurs à partager volontiers. Plus malgache que les malgaches, Jacques avait compris l'importance du verbe et s'exprimait autant que faire se peut dans un langage limpide, ordonné et clair. Chez lui, le choix malgache était tranché et ne supportait guère que les blanches. Homme de vertu cependant, il fut un francophone converti. En 1967, il perd son père dans un accident d'avion. Il opte alors pour des études de droit. Peut-être que ce tragique événement lui suggéra un sentiment d'injustice, ce qui aurait dû le révolter. Mais paradoxalement, cela le décida à défendre la veuve et l'orphelin. La veuve, à l'exemple de sa mère, dont il était très proche. L'orphelin, lui-même était un orphelin. Et donc, dans sa position, il voulait défendre la veuve et l'orphelin. En 1971, dans cette même église, j'emprunterai cette image que je ne voudrais pas mièvre. Cette image tirée de Marc Lavoine, d'une chanson de Marc Lavoine. En effet, séduite par les yeux des bols verts de Jacques Sylla, je tombe sous le regard d'un charme qui tue. Et je l'épouse dans ces lieux, où du reste il est membre du groupe liturgique. À ce titre, ma vénérable grand-mère, convertie au catholicisme, venait à la messe, rien que pour le voir. En effet, entre les deux, une complicité s'était établie. Et quelques temps plus tard, il prête serment pour devenir membre du barreau de Madagascar. Il se plaisait à dire qu'il n'y a pas de petites causes, il n'y a que des grandes causes en matière de justice. Et cela, quel que soit le justiciable. Mais pour qu'il y ait justice, il faut le service. Et le service, cette notion de service, il le trouve au sein du léonisme. En effet, il adhère au léonisme à Kamakar en 1975, me semble-t-il, et gravit tour à tour les échelons. De président de club, il deviendra plus tard gouverneur du Lions Club international de discipline.
district 403B de 1986 à 1987, du président du Conseil des gouverneurs du multidistrict 403 du Bourse Club International entre 1991 et 1992. De l'expérience logistique, il retiendra, en sus du sens du service, le sens de l'amitié et l'enseignement selon lequel point le besoin d'écraser les autres pour réussir. Nos amis, nos parents de l'île Sainte-Marie ont envoyé de bien loin une délégation que je salue ici. Dans ce parcours politique prestigieux, nous retiendrons deux aspects. Tout d'abord, la fidélité à la mission assignée, Ensuite, oser respecter ses convictions et engagements, quel qu'en soit le prix. Premier ministre, il défendra l'exécutif sans oublier de servir le peuple. Président de l'Assemblée nationale, il sera l'avocat du peuple et retourne voir lui au moment d'un choix crucial. De ce parcours également, nous pouvons établir le portrait de l'homme qui nous quitte aujourd'hui. C'est un personnage qui a su faire preuve de modestie, malgré les apparats du pouvoir, traduisant ainsi son sens de la mesure. Son calme latin est légendaire, quelle que fût la situation. Il peut être réservé, mais avoir aussi le sens du contact. Il peut se prévaloir, pour ceux qui auraient la peine de le connaître, d'une attention particulière pour les diverses composantes de la société. Ceux qui ont travaillé avec lui rapportent avec quel cercueil organisait le travail et savaient se montrer exigeant. Rigueur et compétence sont les deux principes qui le guident, auxquels s'ajoute la probité. Mais il savait aussi récompenser et se détendre. Son talent d'orateur, son esprit de synthèse et sa sûreté d'analyse sont les atouts majeurs de sa réussite. Dans ce grand théâtre de la vie terrestre, il a fini de jouer son dernier rôle. Il cède alors la place à notre premier petit enfant, premier petit-fils, qui vient de l'être hier, Nathanaël Balchoajak. Ainsi, dans la joie du Christ et dans une autre vie, il s'apprête sûrement à jouer un autre rôle. Je vous remercie.